Pendant plus d'un demi-siècle, la dynastie familiale Assad a régné sur la nation syrienne. Ce n'est donc pas surprenant que Bachar el-Assad ait été évincé sans ménagement de Damas à la fin de 2024. Après 14 ans de guerre civile et plus d'un demi-million de morts, Syriens et observateurs du monde entier ont réagi unanimement. Bon débarras. Aujourd'hui, Assad s'est réfugié à Moscou, ses alliés se sont dispersés à travers le monde. Bien que le nouveau gouvernement de transition syrien ait ses problèmes, la vie y est bien meilleure qu'avec l'ancien régime. Mais la défaite du gouvernement Assad ne signifie pas que la famille Assad et ses alliés ont abandonné. Dans la Syrie d'après-guerre et via un réseau international secret, de puissants membres de l'ancien régime préparent leur retour, s'appuyant sur d'immenses richesses cachées. Leurs fidèles se sont éparpillés dans des cachettes en montagne et infiltrés dans les ministères, et leurs ambitions pour la Syrie restent inchangées. Toutes les compétences de renseignement et d'infiltration de l'ancien régime, tous leurs outils de violence et de répression sont toujours à leur disposition. Et les personnes qui ont survécu à la chute de la dynastie Assad sont devenues des fantômes, observant et attendant leur chance de prendre le pouvoir. Malheureusement pour eux, il y a un problème majeur. Aussi difficile qu'il ait été de préserver et de protéger la dynastie Assad, il est encore plus difficile de ramener le régime d'entre les morts. Juste avant de continuer avec la vidéo d'aujourd'hui, un petit mot de notre fantastique sponsor Raycon. Ceci est juste un rappel que la salle de sport est à nouveau bondée. Le Super Bowl vient d'avoir lieu, les Jeux Olympiques d'hiver sont en cours. Tout le monde s'intéresse soudain au fitness, signe qu'il faut souvent changer d'équipement. Cette vidéo est sponsorisée par Raycon. J'utilise leurs écouteurs Open-Ear presque tous les jours, à la salle, en promenade ou chez moi, pour écouter des podcasts ou passer des appels. Qu'est-ce qui les rend fantastiques ? Ils ont une conception à oreille ouverte. Ils se posent simplement à l'extérieur de votre conduit auditif. Ainsi, vous pouvez entendre votre musique clairement et rester conscient de ce qui se passe autour de vous. Que ce soit les gens à la salle, la circulation dehors, surtout en ville, ou quelqu'un qui cherche à attirer mon attention. Les écouteurs classiques bloquent tous les sons, ceux-ci non, et ça fait une grande différence. Ils sont légers. Le crochet rotatif tient bien et la connexion multipoint facilite le passage du téléphone à l'ordinateur sans tout reconnecter. L'autonomie est excellente. Profitez de 8 heures d'écoute par charge et jusqu'à 36 heures avec le boîtier. Raycon compte plus de 3 millions de clients. La qualité sonore égale celle de marques plus chères, avec une garantie de 30 jours. Les écouteurs ouverts essentiels sont là pour vous. Visez l'excellence. Cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur buyraycon.com/warfronts pour obtenir 15% de réduction pendant la promotion Go for Gold. Merci à Raycon de sponsoriser cette vidéo. Acheter une paire soutient la chaîne, ce qui est super. Merci et retour à l'épisode. La menace assadiste. Partout dans le monde moderne, les dictatures ont tendance à devenir une affaire de famille. La famille Kim dirige la Corée du Nord depuis 3 générations, avec le jeune Kim Jong-un, en passe d'hériter un jour de l'héritage de son père. Le Turkménistan et le Nicaragua, parmi les régimes les plus répressifs, sont dirigés par des dynasties familiales depuis des générations, tandis que l'Érythrée, également répressive, semble prête à les rejoindre dans le monde islamique. La famille Ben Salman en Arabie Saoudite, la famille Ben Zayed aux Émirats, la famille Aliya en Azerbaïdjan sont devenus incroyablement riches à la tête de ces pétro-États. Pendant qu'en Afrique, des dictateurs comme Museveni, Déby et Obiang ont soit transmis le pouvoir à leurs fils, soit se préparent à le faire dans un avenir proche. Il faut savoir que les dynasties familiales modernes dissimulent une base de soutien bien plus large qui les fait fonctionner. À chaque discours important de Kim Jong-un devant le public nord-coréen, il est entouré de dizaines, voire centaines de personnes en costume ou en uniforme militaire. Tous des fonctionnaires anonymes et sans visage que la plupart des observateurs internationaux ne prennent même pas la peine d'identifier. Après tout, c'est Kim Jong-un qui est à la tribune et Kim Jong-un qui contrôle seul la nation. Il est donc facile de voir tous ceux qui l'entourent comme de simples rouages. Qu'ils soient ministres ou généraux, ils existent en réalité pour exécuter les ordres de Kim. En réalité, la situation n'est pas si simple. Oui, ces personnes sont sûrement désagréables et prétentieuses et n'ont aucun pouvoir réel en dehors de ce que Kim décide. Mais elles sont tout de même très importantes pour le régime, que ce soit en Corée du Nord, en Syrie ou à peu près n'importe où ailleurs. Les dictatures familiales sont entourées d'élites nationales très riches et généralement très corrompues. Ces figures de proue de l'élite maintiennent leur base de pouvoir, ils surveillant les innombrables leviers du pouvoir d'État que le dictateur n'a pas le temps de contrôler. Et ils se livrent une concurrence acharnée pour obtenir une plus grande part du gâteau. Donc, lorsqu'un régime tombe, comme celui d'Assad en Syrie en 2024, ce n'est pas seulement la famille nucléaire de Bachar el-Assad qui se retrouve sans emploi. L'infrastructure humaine qui soutenait le régime s'effondre avec lui,
Ministres, bureaucrates, chefs militaires, généraux, responsables du renseignement et de l'état sécuritaire. Et les personnes qui protégeaient et développaient tous les intérêts commerciaux du régime, souvent sans occuper elles-mêmes de postes gouvernementaux. Toutes ces personnes ont passé des décennies à s'enrichir ensemble, en exploitant et en dépouillant toute une nation et son peuple. Et lorsque le régime finit par s'effondrer, toutes ces personnes se dispersent soudainement aux 4 vents, chacune ayant un intérêt personnel à ne pas se faire attraper. En fuyant, ils contribuent à faire disparaître l'argent des caisses de l'État et remplissent des valises de billets en devises étrangères. Ils font passer en contrebande bijoux, tableaux, artefacts et autres biens précieux. Ils cachent des armes, des stocks, détruisent tout vol afin des documents sensibles et dressent des listes d'ennemis, qui subiront leur châtiment dans les années à venir. Ceux qui restent se cachent, souvent des officiers intermédiaires ou des agents de renseignement dirigeant encore des réseaux. Ils disparaissent avec leurs subordonnés. Ils se font discrets et attendent soit des opportunités, soit des ordres directs de leurs anciens supérieurs qu'ils recevront à l'avenir. Pendant ce temps, les personnes au sommet s'enfuiront en exil, peut-être à Moscou, peut-être à Paris, peut-être à Londres, à Dubaï ou à Riyad. Et une fois qu'ils auront atteint un lieu sûr, ils accéderont à d'immenses réserves de richesses offshore, accumulées et préservées au fil de décennies de préparation pour ce moment précis. Lorsqu'Assad a été évincé de Damas, ce processus s'est déroulé de la même manière que d'habitude. Certains membres de l'élite, notamment des commandants militaires ou dirigeants provinciaux sur le chemin de la Révolution, ont dû sombrer avec le navire. D'autres n'ont pas réussi à s'enfuir à temps, traînés dans les rues et humiliés, ou retrouvés et tués en secret par des agents anti-régime qui attendaient cette occasion depuis des années. La plupart des personnes présentes avec Bachar el-Assad comprenaient ce qui allait se passer avant l'effondrement, même si Assad a fui sans prévenir une grande partie de son entourage. De nombreux anciens alliés ont pu prendre leurs jets privés ou embarquer sur des vols commerciaux. D'autres ont fui en Méditerranée en hors-bord ou franchi des postes de contrôle rebelles durant le chaos. Certains des plus importants sont encore présents. Certains ont rejoint des ambassades étrangères, surtout celles de Russie, où ils ont reçu générosité et aide des meilleurs de Moscou. Ceux qui n'ont pas fui ont disparu dans le pays, en particulier les gouvernorats ou les provinces de Latakia et de Tartous sur la côte méditerranéenne. Ce sont des régions à majorité alaouite, le même groupe ethno-religieux que la famille Assad et que beaucoup des députés les plus puissants et influents du régime. Dans ces régions de Syrie où l'opposition était moindre, soldats et agents du renseignement pouvaient reformer des cellules et se fondre dans la population en attendant de se réactiver. Dans les toutes premières semaines de la Syrie post-Assad, la menace de violence de la part des factions loyales à Assad était bien comprise, mais restait surtout abstraite. Après tout, les assadistes auraient à la queue entre les jambes et ils auraient le besoin de temps pour reconstituer leurs forces ou commencer à coordonner une résistance nationale. En réalité, cependant, il ne faudrait pas 3 mois aux assadistes pour commencer à échafauder leur plan. Le 6 mars 2025. À Jabla, dans la province de Latakia, des loyalistes pro-régime ont tendu une embuscade à des combattants du nouveau gouvernement de transition à Damas. D'abord à Jabla, puis dans les villes et villages voisins et le long des routes principales. Les forces pro-Assad ont tué des dizaines de combattants, dont beaucoup faisaient partie du service général de sécurité syrien, mais aussi des membres de milices alliés à la nouvelle direction. Des rapports ultérieurs indiquent que les dirigeants assadistes à l'étranger ont affirmé ne pas être liés à ce soulèvement, bien que notre Warfront ne recommande pas de simplement les croire sur parole. Les rebelles pro-régime sur le terrain n'essayaient pas de prendre le contrôle local, ils cherchaient plutôt à provoquer un type très spécifique de chaos et de confusion, et ils ont atteint le résultat qu'ils visaient sans. Ces forces assadistes avaient parié que si ces forces de sécurité syriennes, aguerries au combat, souvent idéologiquement extrêmes et perpétuellement nerveuses, étaient attaquées par des hommes armés organisés et hors la loi, dans les mêmes zones majoritairement alliées qui étaient des bastions du régime depuis des décennies, alors ces forces de sécurité syriennes supposeraient le pire. Finalement, c'est exactement ce qui s'est produit. Des forces combattantes syriennes, fidèles au gouvernement de transition, ont convergé en masse vers Latakia. Les assadistes ont accéléré la situation en tendant une embuscade à un convoi militaire, tuant plusieurs autres soldats, tandis que leur chef annonçait la création du soi-disant Conseil militaire pour la libération de la Syrie. Dirigé par un ancien général de brigade connu à la fois pour ses liens étroits avec Assad et ses profondes relations avec l'Iran. Les assadistes agissaient en sachant parfaitement que les combattants de l'autre camp répondraient par une force écrasante contre la population alaouite. Mais c'était le but. De nombreux alaouites mourraient, mais les survivants, aigris contre la nouvelle direction syrienne, verraient dans les assadistes comme protecteurs et alliés. Jusqu'à 1700 civils alaouites allaient mourir lorsque les massacres de mars prirent fin.
Depuis lors, les forces pro-Assad n'ont pas réitéré d'escalade majeure, mais se sont régulièrement accrochées avec les forces loyales au gouvernement syrien. Entre 2025 et 2026 à Damas, les combattants ont perturbé les cellules de résistance pro-régime, les milices loyalistes et les réseaux de financement et de contrebande d'armes dans tout le pays. Des cellules présumées sont régulièrement annoncées comme démantelées. Alors que le Conseil militaire pour la libération de la Syrie et d'autres groupes connus comme la Brigade du bouclier côtier et Saraya al-Drawad ont poursuivi des opérations de résistance de type guérilla. Leurs forces s'appuient en début sur des campagnes de désinformation ciblant les communautés alaouites et d'autres minorités et exploitent les abus de pouvoir de la direction transitoire syrienne pour promouvoir leurs messages. Des dizaines d'anciens hauts responsables du régime seraient cachés au Liban et coordonneraient des actions de résistance. Même ces agents ne sont qu'un accès aux dirigeants assadistes, véritables décideurs actuels, avant que nous ne nous en occupions. Nous devons faire un peu d'autopromotion sans vergogne pour notre équipe Warfronts et parler de quelque chose qui nous tient tous à cœur. Nos services pendant Premium, Front, Doco et Normia indiquent le néon ici. Mais je suis en vacances, donc c'est juste une chambre d'hôtel générique sur Front. Notre équipe explore davantage les conflits mondiaux, la géopolitique et les influences cachées qui façonnent notre monde. Front. Les abonnés ont un accès exclusif à 2 épisodes premium par semaine et à tout notre catalogue d'articles rédigés par des journalistes primés et des experts mondiaux. L'abonnement coûte 5 $ par mois ou 50 par an. Cela préserve notre indépendance et développe nos contenus gratuits sur YouTube. Retournons en Syrie pour évoquer les mystérieux personnages qui cherchent à redonner sa puissance au régime Assad. Des mains cachées vont jusqu'au sommet au sein de la résistance syrienne secrète de l'ancien régime, et vous trouverez 2 hommes qui tirent les ficelles. L'un d'eux s'appelle Kamal Hassan. Il a longtemps dirigé le renseignement militaire d'Assad, supervisant la torture et les disparitions massives de civils syriens. Il vit aujourd'hui en Russie. L'autre est Rami Maklouf, qui réside également actuellement en Russie. C'est un milliardaire qui a supervisé d'énormes transferts d'argent hors de Syrie au profit de la famille Assad. Et il a longtemps fait partie du cercle rapproché de Bachar al-Assad, dirigeant en pratique l'économie nationale. Après une dispute familiale, il a été en résidence surveillée jusqu'à la chute du régime, puis s'est enfui au Liban en ambulance. Pour vous donner une idée de la richesse dont il disposait, son frère n'a pas réussi à fuir le pays. Il a tenté de s'échapper dans sa Maserati, mais il s'est fait tirer dessus et dépouiller de millions de dollars en liquide. Bien que ces 2 hommes occupent tous 2 de hauts postes dans l'ancien régime et semblent agir en accord avec les ambitions de l'autre. C'est en levant le voile sur leurs opérations quotidiennes que l'on commence à découvrir les failles dans la résistance assadiste. Hassan et Maklouf ne travaillent pas exactement ensemble. Au contraire, ils sont en compétition, chacun essayant de renforcer sa propre milice en Syrie et au Liban, cherchant à obtenir le soutien de la communauté alaouite. Et peut-être le plus important, ils essaient de prendre le contrôle d'un réseau de 14 postes de commandement souterrains que le régime a construit durant ses dernières années au pouvoir. Selon un long rapport de Reuters publié en décembre 2025, Hassan et Maklouf sont les 2 principaux acteurs dans ce qui est devenu une compétition assez disputée, alors que plusieurs factions cherchant à obtenir la part du lion du soutien d'environ 50 000 combattants loyaux. Selon ce rapport, Hassan et Maklouf sont tous 2 profondément investis personnellement dans leur travail et pas forcément de manière productive. En citant le rapport, Hassan fulmine à propos de son influence perdue et expose des visions grandioses sur la façon dont il dirigerait la Syrie côtière. Maklouf se présente désormais, dans ses conversations et messages, comme une figure messianique qui reviendra au pouvoir après avoir provoqué une bataille finale apocalyptique. Fin de citation comme le décrit ce même rapport de Reuters. Les 2 hommes se méprisent. Les 2 hommes, armés d'argent, de fidèles et de la folie des grandeurs, se disputent les faveurs de la famille Assad. Mais nous faisons face ici à un second problème. Selon de nombreux rapports internes provenant de Moscou, et en particulier un rapport du Guardian également publié en décembre 2025, Bachar el-Assad ne veut rien avoir à faire avec cette nouvelle résistance. Selon le Guardian, la famille Assad reste très riche et vit dans une résidence sécurisée à Moscou. Mais le patriarche de la famille est étroitement surveillé par des gardiens russes qui l'empêchent de contacter des hauts responsables de son ancien régime. Ce n'est pas que Bachar semble vraiment intéressé, selon The Guardian. Il recommence à pratiquer l'ophtalmologie. Ouais. L'un des ex-dictateurs les plus brutaux du monde est aussi formé comme ophtalmologiste, et il aurait apparemment développé une véritable passion pour les jeux vidéo également. Qui s'est plaint de cela ? Selon le journal allemand Die Zeit, il a passé ses derniers jours en Syrie.
principalement absorbés par Candy Crush. Il reste souvent enfermé dans son appartement luxueux, ne sortant que parfois pour aller au centre commercial de l'immeuble. En effet, Makhlouf et Hassan se disputent le soutien de son frère, Maher el-Assad, qui vit également à Moscou et exerce un contrôle sur des milliers de ses propres soldats. Mais il n'a pas encore pris parti dans cette compétition. Il est très riche, possède de nombreuses connexions mondiales et a dirigé l'ancienne unité militaire la plus puissante de Syrie. Cependant, il n'a pas encore obtenu le soutien de Zabor à Moscou, et Maher ne se voit pas non plus comme héritier du régime syrien. L'objectif de cette étape est d'identifier une personne capable de diriger la Syrie à l'avenir, puis de rallier les ressources de l'ancien régime derrière cette personne. Si quelqu'un parvient réellement à s'imposer comme le chef de file une fois ce leader choisi. Makhlouf et Hassan semblent chacun avoir une idée générale de la suite des événements, mais aucun des deux hommes ne semble particulièrement attaché aux détails. Tous deux visent une Syrie fragmentée, sachant qu'ils ne reprendront probablement pas Damas. Pensent-ils qu'un chaos généralisé leur permettrait de prendre le contrôle local dans les régions alaouites ? Après cela, ils pourront compter sur le soutien de parrains extérieurs comme la Russie et l'Iran, tout en renforçant leurs forces, réintroduisant des actifs financiers et préparant une seconde offensive plus vaste. Mais tout cela implique un autre problème assez sérieux pour les assadistes. Le secret est éventé. Pour faire simple, si ce complot se déroulait bien, alors, par nature, nous, chez Warfront, n'en saurions rien. N'est-ce pas ? Il en serait de même pour Reuters, le New York Times, qui a publié un rapport sur la faction assadiste, et pour le nouveau gouvernement syrien. Aujourd'hui, Damas compte sur un ancien membre du régime Assad, un homme nommé Khalid al-Ahmad, pour servir de messager auprès de la population alaouite. Après avoir changé de camp pendant la guerre civile, des rapports récents des régions alaouites indiquent qu'il fait du bon travail avec ses alliés. Il y a beaucoup de sentiments pro-Assad si l'on cherche bien, mais la vie était aussi très difficile dans les régions alaouites sous l'ancien régime. De nombreux alaouites, des centaines de milliers en Syrie, refusent de tout lien avec un régime assadiste renaissant, quel que soit le dirigeant. C'est encore pire pour Hassan et Makhlouf. Les responsables à Damas et dans les provinces côtières reconnaissent ouvertement que la résistance assadiste est surveillée. Le nouveau gouvernement estime avec confiance qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre. Oui, ils ont des dizaines de milliers de combattants à leur disposition, mais il ne semble pas y avoir de véritable plan pour que ces combattants fassent quoi que ce soit. Pire encore pour les assadistes, la situation sur le terrain en Syrie évolue rapidement. Il y a à peine un an, le pays était fracturé et chaotique comme l'espéraient par les assadistes, ce qui leur permettait de prendre des territoires pendant que le gouvernement luttait sur plusieurs fronts. Après plusieurs massacres commis par les forces alliées au gouvernement et des combats à Alep et dans le nord-est kurde qui ont affaibli les paramilitaires kurdes, les anciennes factions combattantes syriennes ont perdu une grande partie de leur pouvoir. Celles qui sont encore partiellement intactes se concentrent principalement sur leur propre survie, sans réel désir de s'engager dans des combats à grande échelle. Dans de nombreuses régions, la reprise économique et la reconstruction sont en cours. Et bien que de nombreux Syriens se méfient encore de la nouvelle direction à Damas, ils ne sont pas au point de refuser de donner une chance au nouveau gouvernement. De plus, Makhlouf et Hassan ne sont pas particulièrement doués pour cultiver la loyauté parmi les combattants pro-Assad sur le terrain, selon plusieurs sources s'étant confiées à Reuters. Makhlouf a bien plus de 50 000 combattants sur sa liste de paix, mais il ne leur verse que l'équivalent d'environ 30 $ américains par mois, voire même moins. Hassan, lui, n'a qu'une fraction de ce nombre, seulement 12 000 combattants, et a été démasqué pour avoir tenté de créer une association caritative servant de couverture à sa force armée. Officiellement pour soutenir les Alaouites, qui en réalité ont peu reçu d'aide. Constatant l'incapacité des Syriens à s'organiser, les responsables russes semblent les rencontrer moins souvent. Surtout maintenant que Moscou a établi une relation de travail avec le gouvernement transitoire syrien. Hassan a tenté de faire pression sur le gouvernement américain, selon le New York Times, mais sans succès à Washington. Pour Hassan et Makhlouf, l'argent commence à manquer. Et même les commandants sur le terrain, toujours en Syrie, qui contrôlent en ces postes de commandement souterrains secrets et ces caches d'armes, n'ont rien vu de valable à soutenir récemment. Au moment où nous écrivons ces lignes, il semble que le réseau de Rami Makhlouf, en particulier, commence à se désagréger. Les proches alliés de Makhlouf au Liban sont détenus et font l'objet d'une enquête, y compris celui qui serait son principal financier dans le pays. Alors que son message à la population alaouite a été affaibli, un chef religieux éminent de la communauté alaouite, le Cheikh Ghazal, joue un rôle de plus en plus actif dans la promotion d'un fédéralisme pacifique, et ce, malgré les excès de Damas.
C'est devenu une option de plus en plus acceptable pour les Alaouites, voulant s'opposer fermement au nouveau gouvernement sans risquer la guerre totale. La faction de Hassan ne s'en sort guère mieux. La sécurité semble se stabiliser dans les régions alaouites. Comparé à 2025, des sources locales disent qu'il n'y a plus d'appétit pour la résistance à grande échelle que chacun des deux hommes promet. Bien sûr, si la dernière décennie et demie en Syrie nous a appris quelque chose, c'est que rien n'est jamais certain. Mais du moins pour l'instant, il semble que le spectre d'une révolution assadiste soit passé. Les loyalistes du régime, les armes, les financiers et les anciens barons du gouvernement Assad sont toujours là. Mais leur fenêtre d'opportunité s'est refermée. Ni leurs alliés russes, ni leur communauté alliée, ni même Bachar el-Assad lui-même ne souhaitant les voir réussir. Ces derniers irréductibles du régime ont leurs ambitions. Mais ils ont aussi pas mal d'argent, et ils se sont enfuis dans des endroits où ils peuvent vivre tranquillement pour le reste de leur vie. Au final, toute la Syrie s'en portera mieux s'ils apprennent à profiter de leur retraite. Merci de votre attention.